Beckenbauer, Pelé ou Michel Platini sont-ils plus à risque de maladies neurodégénératives au cours de leur vieux jour? Si oui, pourquoi? Et par quel mécanisme? C'est ce qu'on va voir maintenant. Fans ou joueurs de foot, vous subissez régulièrement remarques désobligeantes et railleries, comme quoi votre sport favori, ce n'est pas vraiment un sport de contact. Non, parce que quand tu regardes le rugby, là, c'est des vrais bonhommes qui vont au combat. Une étude écossaise, publiée récemment dans le prestigieux New England Journal of Medicine, vient à votre secours. Elle vient démontrer qu'à l'instar du football américain et du rugby, qui sont eux bien évidemment de vrais sports de contact, qu'être footballeur professionnel est un facteur de risque de maladies neurodégénératives, probablement liées à des traumatismes crâniens répétés. Pour ça, ils ont comparé le taux de démence dans une cohorte de 23 000 individus lambda et de plus de 7 500 footballeurs professionnels écossais. Dans cette cohorte, le taux de décès par maladie neurodégénérative était significativement plus élevé chez les joueurs de foot, bien que le taux de décès tout court soit diminué. Si on regarde plus en détail, on se rend compte que le taux de décès varie beaucoup avec l'âge. Il est plus bas avant 70 ans et devient plus élevé après. En effet, avant 70 ans, le mode de vie d'un sportif de haut niveau serait plutôt protecteur, en particulier sur le plan cardiaque. En revanche, passé 70 ans, les conséquences négatives et en particulier neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, prendraient le dessus. Deux études passionnantes viennent justement de dévoiler certains mécanismes mis en jeu dans le vieillissement cérébral et la maladie d'Alzheimer. Les auteurs américains de ces études sont tout d'abord penchés sur les enregistrements d'électroencéphalogrammes chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ils ont remarqué certaines anomalies dans le fonctionnement cérébral, qu'ils appellent PSWE, un peu comme des mini-crises d'épilepsie qui passent inaperçues. On peut penser que ces anomalies reflètent le fonctionnement anormal du cerveau chez ces patients, car elles sont bien corrélées avec l'intensité de leurs troubles cognitifs. Mais d'où proviennent ces anomalies? Pour le découvrir, l'équipe de chercheurs a étudié un petit groupe de patients épileptiques en leur faisant passer une IRM bien spéciale pour détecter les défauts d'une structure essentielle du cerveau, la barrière hémato-encéphalique. Le cerveau est un organe extrêmement fragile, et donc extrêmement protégé, en particulier des menaces qui peuvent venir du sang. On pense naturellement aux bactéries ou aux virus, mais ça peut être aussi différentes molécules essentielles au bon fonctionnement du reste de notre organisme, mais toxiques pour notre cerveau. C'est donc tout le rôle de la barrière hémato-encéphalique de filtrer les éléments toxiques, tout en laissant passer oxygène, glucose et autres éléments essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. Or, chez les patients épileptiques, la barrière hémato-encéphalique fonctionne mal. Et cette détérioration correspond aux anomalies épileptiques enregistrées sur l'électroencéphalogramme. Et si cette détérioration de la barrière hémato-encéphalique avait un rôle dans le vieillissement cérébral et la maladie d'Alzheimer? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont dû quitter l'expérimentation humaine et se pencher vers un modèle plus accessible, la souris. En mesurant l'activité cérébrale et la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique chez des souris âgées, ils ont retrouvé une correspondance entre une activité cérébrale anormale, c'est-à-dire les PSWE, avec une perméabilité trop élevée de la barrière hémato-encéphalique. On peut donc penser que les troubles cognitifs liés au vieillissement du cerveau et à la démence d'Alzheimer correspondent au PSWE, qui semble être causé par une perméabilité trop importante de la barrière hémato-encéphalique. Je vous disais tout à l'heure que le rôle de la barrière hémato-encéphalique est de protéger le cerveau, non seulement des infections, mais aussi de certaines molécules présentes naturellement dans notre sang, mais pouvant être toxiques pour le cerveau. C'est exactement le cas de l'albumine, qui est une protéine majeure présente dans notre sang, mais dont l'effet est dévastateur sur notre encéphale. Pour déterminer si c'était bien l'albumine qui était responsable des PSWE, les chercheurs en ont injecté directement dans le cerveau de plusieurs jeunes rats, dont la barrière hémato-encéphalique était intacte. Et cette injection a fidèlement reproduit les PSWE sur l'enregistrement d'électroencéphalogrammes, tout comme les troubles cognitifs qu'on retrouve typiquement dans la maladie d'Alzheimer. En disséquant le cerveau de souris d'âges différents, ils se sont aperçus que l'albumine avait tendance à s'accumuler dès l'âge adulte, en particulier au niveau de l'hippocampe, une structure essentielle à notre mémoire. Mais elle ne s'accumulait pas dans nos neurones après avoir traversé la barrière hémato-encéphalique. Elle s'agglomérait dans un autre type de cellules, les astrocytes. Les astrocytes sont très importants dans le fonctionnement de notre cerveau. Longtemps cantonnés au rôle de soutien des neurones, on sait aujourd'hui qu'ils sont bien plus que ça. Ils ont notamment un rôle important dans la transmission synaptique et la neurogénèse. Et c'est dans ces cellules que se trouve la clé de notre énigme. Après être parti de l'homme puis la souris, et être descendu au niveau de la cellule, il faut désormais se pencher au niveau moléculaire pour comprendre.
L'accumulation d'albumine au sein des astrocytes semble activer une cascade moléculaire sous la direction d'une protéine appelée TGF-bêta. Cette cascade moléculaire aboutirait à une inflammation cérébrale dont l'effet est toxique sur les neurones, et qui provoquerait donc un fonctionnement anormal. Mais après l'avoir montré chez la souris, encore faut-il que le mécanisme soit aussi présent chez l'homme. Pour le vérifier, les chercheurs ont pu disséquer des cerveaux humains de patients décédés plus ou moins jeunes. Ils ont découvert qu'à l'instar des cerveaux murins, l'albumine s'accumulait progressivement avec l'âge au sein de nos astrocytes, et que cela provoquait l'activation de la cascade moléculaire du TGF-bêta. Le mécanisme moléculaire semble donc similaire entre la souris et l'homme. Mais comment prouver le lien causal du TGF-bêta dans le vieillissement cérébral? En modifiant 2-3 gènes de l'ADN murin, on est capable, et je trouve ça démentiel, de sélectivement éteindre un gène dans un type de cellule donné à un instant précis. C'est exactement ce qu'ont fait les auteurs de l'étude afin d'atténuer le TGF-bêta des astrocytes. Le truc génial, c'est que non seulement cette extinction neutralisait les anomalies de l'électroencéphalogramme, mais elle permettait en plus de maintenir les capacités cognitives des souris âgées. Pour résumer, en naviguant de l'homme à la souris et de la souris à l'homme, les auteurs de cette étude ont démontré que les altérations cognitives du vieillissement cérébral et de la démence d'Alzheimer étaient liées à une perméabilité anormale de la barrière hémato-encéphalique, responsable d'une accumulation d'albumine au sein des astrocytes, déclenchant la cascade moléculaire du TGF-bêta, aboutissant à un fonctionnement cérébral anormal, mesurable sur un électroencéphalogramme sous la forme des PSWE. C'est déjà quelque chose de démentiel, mais pourquoi ne pas aller encore plus loin, et essayer d'enrayer ce cercle vicieux, non pas en manipulant le génome, mais avec un médicament. Dans un dernier essai, les chercheurs ont repris leur précédente expérience, pendant laquelle ils injectaient de l'albumine dans le cerveau des souris pour provoquer un dysfonctionnement cérébral et des troubles cognitifs. Mais cette fois en injectant en même temps une petite molécule, l'IPW, qui permet de bloquer chimiquement la cascade du TGF-bêta. Et comme on peut s'y attendre, ce blocage permettait de retrouver un fonctionnement cérébral normal, tout en retrouvant des performances cognitives dignes d'un cerveau tout neuf. Cet effet clinique était d'autant plus impressionnant qu'il persistait dans le temps, même après l'arrêt de la perfusion d'IPW. Ces résultats sont d'autant plus passionnants qu'un traitement capable de bloquer le TGF-bêta est déjà disponible sur le marché. Il s'agit d'une molécule très bien connue, le losartan, utilisé comme antihypertenseur. En plus d'un mécanisme causal et de 2 nouveaux marqueurs biologiques, c'est une nouvelle piste thérapeutique contre le déclin cognitif et la démence d'Alzheimer que ces chercheurs ont découvert. En plus de ça, leur approche du vieillissement cérébral et de la démence d'Alzheimer a quelque chose de novatrice. Ils relient les deux à l'inflammation cérébrale dans une sorte de continuum pathologique. Je trouve que ces 2 études sont absolument géniales. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les expériences qu'elles rapportent se basent toutes ou presque sur de petits échantillons. Il faut donc prendre leurs résultats avec du recul. Et pour revenir à nos footballeurs, ces études sont d'autant plus intéressantes que le modèle d'effraction de la barrière hémato-encéphalique est l'un des modèles possibles liant les traumatismes crâniens répétés et le risque augmenté de démence après 70 ans. Que ce soit en rugby ou en foot, faites attention à vos cerveaux. Merci beaucoup d'avoir écouté ce dernier épisode de l'année, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher un pouce bleu s'il vous a plu et évidemment le partager. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Bien évidemment, les sources sont en description comme d'habitude. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, à bientôt.